Alors, c'est lequel le prochain? Le SCP-054-IT Microcosmos. Ok, en vrai, on a fait pas mal quand même. Waouh, et on a bientôt fini les IT là. C'est pas mal ça. Oh, c'est un Keter. Ouh, c'est un Keter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? SCP-054-IT. C'est un nuage vaguement sphérique de gaz et de poussière avec un diamètre variant entre 18 et 24 km. Il est en orbite géostationnaire à environ 30 000 km d'altitude, son centre étant approximativement perpendiculaire à certaines coordonnées. Dans le Piémont. Il est aussi facilement observable par les télescopes du site Urano. Les analyses spectromémétiques ont montré que le SCP est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec de faibles quantités de carbone et de dioxygène, ainsi que de traces d'autres éléments. De temps à autre, des régions du SCP s'effondrent sur elles-mêmes et enclenchent des réactions de fusion nucléaire, prenant l'apparence de petites étoiles, désignées collectivement par SCP-054-IT et -1. D'accord, ok. Ok. Ah, c'est fini de ce côté. Ok. Alors. Bien que leur masse ne soit pas suffisante pour générer des pressions et des températures normalement requises, les instances des étoiles, du coup, peuvent être décrites comme des versions miniatures d'étoiles normales, avec une très grande variabilité de taille, de couleur, de durée de vie et de température. La Fondation a observé et a catégorisé plus de 4500 étoiles, suivant la classification aux classes spectrales d'Havard. Une classification des étoiles basée sur le spectre électromagnétique qui émettent et influencées par leur composition chimique, température et taille. Faites-nous voir le truc. Donc on a la classe O avec une masse qui est supérieure à 10 tonnes. Ok. Donc voilà, ce sont les classes. Donc c'est par rapport aux masses, aux rayons, couleurs, température, durée de vie moyenne et la fréquence. Ok. Intéressant. On va le garder ouvert, on sait jamais, on sera peut-être à mettre à devoir le consulter. Les instances du coup du SCP finissent leur existence de différentes manières selon leur taille. Les plus petites augmentent de diamètre, le volume et la luminosité sur plusieurs mois, puis refroidissent et perdent de la masse au cours d'1 à 10 ans. Les plus grosses, en revanche, deviennent turbulentes, éjectent de la matière à grande vitesse pendant plusieurs semaines, puis explosent violemment en un événement SN, en laissant une étoile à neutrons désignée N derrière elle, un objet céleste très rare et à l'existence très longue. Lors de la dernière révision de l'article, le 21 janvier 2020, 8 étoiles à neutrons avaient été observées, dont 3 se sont dissoutes 15 à 20 ans après leur formation. Ah oui, quand même. Théoriquement, la formation de trous noirs dans le SCP devrait également être possible, mais au moment de la dernière révision de cet article, aucune instance de ce type n'a été détectée. Ci-dessous se trouve une liste des éléments notables trouvés dans le SCP. Est-ce que c'est... Non, ça va. Alors. Donc là, c'est la légende du coup des rapports. Donc on a la date d'inactivité. Ok. Désignation, du coup, étant donné que ça a le même nom. D'accord, donc en fait, c'est désigné par leur type d'étoile et leur numéro. Donc là, c'est une A44.
Date de découverte, le 3 décembre 1991. Date d'inactivité. Même pas 6 mois. Dissolution. Le 23 mars 1992, l'objet augmente subitement sa taille, luminosité, engloutissant l'objet. Oh, l'étoile du coup M112, située certainement non loin, et devient instable. De fréquentes éjections de matière à de très hautes températures sont observées dans la zone dans l'entourant. Jusqu'au 7 mai 1992, 5 jours plus tard, il se dissout complètement. Ok. L'étoile numéro N1. Date d'apparition le 18 septembre 1978, qui a été date d'inactivation le 1er avril 1993. Première étoile à neutrons observée dans le SCP. Elle formait un système ternaire avec l'étoile F251. Elle a été dissoute en mai 2009. Et l'étoile G276 s'est effondrée dans l'étoile S001 en janvier de la même année. D'accord. L'étoile O13. Elle a été découverte le 1er septembre 2002 et elle a été dissoute elle a tenu en fait 2 mois. Événement SN, à l'issue de ce dernier a été observé. Un objet a été désigné comme l'étoile O13-N. Ok. Première observation d'un effet SN. Précédemment, l'étoile numéro O13 était l'objet le plus grand et le plus brillant dans le SCP, atteignant un diamètre de 34,6 mètres. C'est énorme. La prochaine étoile, c'est K93. Date de découverte le 8 juillet 2011 et elle est partie le 8 novembre 2013. Ok. Un satellite de télécommunication passe au travers du réseau satellite de protection et entre dans le SCP. 2 heures plus tard, il s'écrase sur l'étoile K93, le déstabilisant et le faisant exploser. L'événement est notable car la masse du satellite aurait dû être suffisante pour causer ce phénomène, suggérant une altération de l'anomalie ci-dessus. La prochaine étoile, c'est M2402, qui a été découverte le 17 janvier 2014 et qui est toujours active. Le 21 avril 2016, la construction d'un système de panneaux solaires autour de l'étoile a été approuvée. Suite à sa sélection pour la stabiliser et sa production constante d'énergie. Le système a été achevé en mai 2017 et est actuellement utilisé pour subvenir aux besoins énergétiques dans la zone 054-INT. Et la dernière étoile, du coup, c'est G1130, qui a été découvert le 10 octobre 2018 et qui est toujours active. Pendant une inspection de routine, la présence d'un disque de débris autour de l'étoile est notée. Les observations ultérieures montrent la formation progressive d'un système planétaire avec 3 planètes rocheuses, 4 géantes gazeuses et 2 ceintures d'astéroïdes. Étant le premier système stellaire observé dans le SCP, la surintendance a interdit tout type d'observation active. Cela pourrait interférer avec son évolution naturelle. Ok. Intéressant tout ça. Alors... Procédure de confinement spécial. Depuis 2013, le SCP est confiné par un module d'observation orbitale OC2A. Observatoire Corpi Celesti Anomaly. Donc c'est un observatoire pour les anomalies de type corps céleste. De corps céleste hors normaux, voilà en français, merci. Désigné zone de confinement 054. Ah bah justement, c'est le fameux complexe où est le SCP. Ah. Description. Le site Tourano abrite les sections astronomiques et extraplanétaires et s'occupe de l'observation et de l'étude des anomalies localisées à l'extérieur de l'atmosphère. D'accord, merci Maxime pour la précision. Coucou Poupoule, bienvenue dans le chat.
Franchement, tu tombes vraiment à pic parce qu'on est en train de parler d'astronomie. Là, là, là. Alors du coup, la zone de confinement, elle est équipée d'un bouclier contre les vents solaires et les rayons gamma et pourvue de 3 laboratoires de recherche, de quartiers pour le personnel et d'un générateur de microgravité. Eh ben, c'est une technologie développée par une équipe internationale coordonnée par le docteur Ethan Maxwell dans les années 2010 et présente sur toutes les stations de la Fondation extraterrestre et en orbite autour de la Terre. Ça ne m'étonne pas. Le personnel assigné au SCP doit être renouvelé annuellement et effectuer un entraînement standard d'astronautes avant d'être envoyé dans la zone. Les entités aérospatiales doivent être dissuadées d'explorer, de lancer des fusées ou des satellites ou de passer au travers de la région de l'espace occupée par le SCP. On a bien vu ce qui s'est passé lorsqu'un satellite a percuté une étoile, on va éviter. Découverte. Le SCP a été observé pour la première fois en février 1990 suite à l'apparition de nouvelles étoiles dans le ciel du nord de Piémont. Après avoir vérifié leur nature anormale, la CIR 1 a lancé une campagne de désinformation massive, disséminant des articles sur une fuite d'informations à propos de nouveaux équipements militaires testés dans la zone, censurant les informations pouvant compromettre le secret, tandis que la surintendance a demandé au Conseil O5 l'installation d'un système permettant de dissimuler le SCP. Le Conseil a approuvé cette demande et a démarré la création du macro-réseau de satellites, donc MARESAT, une structure constituée de 8 satellites soutenant une grille d'alliage métallique renforcée capable de projeter un champ déformant de 12 Norcia, ce qui empêche à la fois le mouvement de l'objet vers la Terre et l'observation directe de celui-ci par les télescopes n'appartenant pas à la Fondation. D'accord, donc en gros, personne ne peut voir le SCP. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ce système a été activé en octobre 1991. Par la suite, il a été agrandi avec des laboratoires et des quartiers de vie jusqu'à être déclaré zone internationale de recherche en 2013 en raison des conditions uniques présentes dans le SCP, qui permettent d'observer des phénomènes cosmologiques qui se produiraient autrement sur une échelle trop grande pour pouvoir les percevoir. D'accord, donc en gros, ils utilisent le SCP aussi pour faire en sorte que pour observer des phénomènes astrologiques que nous, on ne pourrait pas voir même avec les gros satellites, les gros télescopes de la NASA, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Mise à jour du 17 mai 2018. En 2015, des capteurs d'altération de la réalité plus sensibles que les précédents ont été implantés dans la zone, afin de pouvoir suivre plus précisément les altérations causées par, du coup, le complexe qui a été installé, et évaluer leurs effets sur le SCP et sur les étoiles qui le composent. De façon inattendue, ils ont identifié un signal de fond précédemment indétectable et similaire à celui produit par 003 IT. Allez les pros du chat, c'est qui 003 IT? Bien que d'intensité nettement plus faible. Il est actuellement inconnu si ce signal provient d'une source particulière ou émane du SCP dans sa totalité. Mais il est supposé que cela pourrait être une composante importante de ses propriétés anormales du SCP. Ok. Et on va finir du coup sur l'incident 054-A091, donc avec une étoile. Le 7 décembre 2017, l'objet, du coup, l'étoile numéro N005 est passé près d'une autre étoile. D'accord, donc en fait, les deux ont failli s'entrechoquer. Avec un rayon de 23,4 mètres
une masse de 8,1 tonnes et une température moyenne de 23 200 kelvins, qui a été éjecté de sa position normale en raison des perturbations gravitationnelles et propulsé en direction de la Terre. Non. Le personnel de la zone a activé des systèmes de défense et a tenté de l'arrêter, mais n'a pu que le retenir à une vitesse d'environ 650 mètres par seconde. Le globe, bien joué! Approximativement 180 km par heure. Ok. À 16h15, la surintendance a été informée de la situation et a ordonné que les simulations soient réalisées afin de calculer la position et les conséquences de l'impact. Après environ 6 heures de travail, les données indiquaient que l'événement qui aurait lieu dans 7 jours dans la mer Tyrrhénienne, à environ 130 km de l'île d'Irchia, avec une puissance comprise entre 15 et 10 kilotonnes de TNT. Imaginez le nombre de creepers qu'il faudrait exploser pour avoir la même quantité. La surintendance a transféré l'information au Conseil O5 et au reste des groupes de direction de la Fondation. Ah oui, donc en fait, là, ils ont appelé. Ils ont dit, les gars, c'est la giga merde. C'est de la merde, c'est la merde. Donc, Conseil O5. On appelle aussi les 4 de l'Allemagne. On appelle le Conseil français, le Conseil chinois, le japonais. Les gars, c'est la merde. C'est la merde. On est dans la merde. De plus, ils ont ordonné la préparation de contre-mesures pour la dissimulation de l'événement et la minimisation des dégâts. Les gars qui sont chargés de cacher justement ce genre d'événement, là, à mon avis, ils se sont fait. On est d'accord, là. Nos supérieurs, ils nous demandent, là, de camoufler un événement d'une étoile de la taille d'une planète qui va s'écraser. On est d'accord? Oui, on est... Comment on va faire? Ah, mais incroyable, quoi. Du coup, la fameuse étoile est entrée dans l'atmosphère le 15 décembre 2017. Un tiers de sa masse a disparu au cours de la traversée de l'atmosphère, tandis que le reste est écrasé à 150 km de la côte, relâchant une énergie qui vaut à 6,7 kilotonnes de TNT. Alors, c'est pas la SSM, c'est la CIM. La numéro 2, du coup, a été envoyée sur le site de l'impact à rapporter l'annihilation complète de l'étoile. La première unité navale est restée sur place jusqu'en février 2018 pour servir de base d'expérimentation d'observation, tandis que la CIR 1 s'est consacrée à la censure de l'événement. Suite à l'incident, le Conseil O5 a approuvé l'implantation de systèmes de blindage renforcés terminés en août 2018 pour un total de plusieurs dizaines de millions de dollars. Bon, bah heureusement que tout va bien. Mais what? Donc là, on finit avec les SAP italiens sur le crash d'une météorite. Le pire, c'est que c'est même pas de leur faute, c'est complètement naturel. Oh, les pauvres.